Monsieur le Président de la CEI, dans un peu plus de 4 heures, nous serons le 10 octobre 2025, date à laquelle démarre la campagne pour l'élection du Président de la République. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la Commission électorale indépendante est pleinement prête pour ce dernier virage avant la présidentielle? Oui, la Commission électorale indépendante est prête parce que pour faire une élection, il faut 3 éléments. Le premier, ce sont les électeurs. À l'occasion de la révision de la liste électorale, nous avons pu obtenir 8 727 431 électeurs. Donc nous avons la première condition qui est satisfaite. Ensuite, il faut des candidats. Et conformément aux dispositions légales en vigueur, le Conseil constitutionnel a arrêté la liste des candidats au nombre de 5. Et nous avons donc les candidats. La deuxième condition est satisfaite. Vous savez, une élection, c'est la rencontre d'une offre politique d'un candidat au profit des électeurs qui, eux, ils adhèrent ou non à cette offre politique. La Commission électorale indépendante en charge de l'organisation des élections a donc pour mission de faciliter cette rencontre entre l'offre et l'adhésion du peuple à cette offre-là. Et c'est cette organisation que nous mettons en place à travers 3 grands aspects. Le premier est relatif aux animateurs de l'élection dans les circonscriptions, c'est-à-dire les commissaires locaux. Ceux-ci ont été déjà désignés par le soin des partis politiques. Ensuite, il y a les agents électeurs, qui ceux-là sont ceux qui animent les bureaux de vote. Ceux-ci sont mis à la disposition du corps préfectoral au niveau de la Commission électorale indépendante. Ce qui est déjà fait, ils sont en train de suivre à l'heure actuelle une formation. Et deuxièmement, il y a, en ce qui concerne bien entendu l'organisation, il y a le matériel lourd au travers duquel le citoyen s'exprime. Et ce matériel lourd a déjà pris position au niveau des commissions locales. Et enfin, nous avons la confection des documents électoraux, c'est-à-dire les bulletins et tout, les listings, la liste électorale, etc., dans les différents bureaux de vote. Tout ceci a été fait et est en train d'être déployé sur le terrain. Monsieur Diarra-Souba, nous pouvons dire que nous sommes plus ou moins prêts parce que nous avons des électeurs, nous avons des candidats et nous avons une organisation qui se déploie sur le terrain. Nous sommes prêts. Précision que vous venez de faire, le matériel électoral est déjà disponible dans toutes les régions. Oui, bien sûr, bien sûr. Le matériel électoral, le matériel lourd est déjà disponible dans toutes les régions. Évidemment, les documents électoraux qui procèdent de la candidature donnée par le Conseil constitutionnel sont en confection, tout comme les bulletins, parce que ce sont les derniers documents à arriver sur les lieux du vote. Pour ne pas, bien entendu, pour les raisons que vous devinez aisément, pour éviter toute fraude, par ailleurs. Si on revient un peu en arrière, évidemment, on va permettre à nos analystes et chroniqueurs de vous poser des questions. Si on revient en arrière, entre la période de l'affichage de la liste provisoire jusqu'à l'affichage de la liste définitive, jusqu'à la proclamation des candidats retenus par le Conseil constitutionnel, vous savez que la scène politique a été bouillonnante et animée au sujet de certains candidats qui n'ont pas été retenus, d'une révision d'une liste électorale qu'une partie avait souhaité et finalement qui n'a pas pu se tenir. Dans quel état d'esprit vous êtes-vous à quelques jours de cette élection? Mais moi, je suis bien. La commission électorale se porte très bien. Vous voyez bien. Vous savez... Est-ce que la commission n'a pas de regret à se dire, finalement, on aurait pu essayer de faire une révision? Non, pas peut-être un regret, mais c'est plutôt des observations que nous pouvons faire. Vous savez, si les partis politiques avaient adhéré aux propositions faites par la commission électorale, qui étaient celles de faire de sorte qu'on puisse enrôler les gens dans les centres d'état civil, prépositionnés déjà sur toute l'étendue du territoire, on n'aurait pas une période dédiée à la révision. On aurait tous les jours de l'année la révision de la liste électorale. Si les partis politiques avaient adhéré à cette idée qui consistait à dire que tous les Ivoiriens âgés de plus de 18 ans, détenteurs d'une carte d'identité, devaient être basculés systématiquement sur la liste électorale, on n'aurait pas eu de problème aujourd'hui au niveau de ceux qui ne se trouvent pas sur la liste électorale. Donc c'est peut-être ces observations que nous pouvons faire, mais dans tous les cas, nous nous inscrivons dans le ventre de la loi. Et quand on est dans la loi, il n'y a pas de souci. On est protégé. Voilà. Très bien. Bon, maintenant, Diarra-Souba. Monsieur le Président, bonsoir. Vous dites que ces élections sont le lieu de la rencontre entre une offre politique et l'adhésion politique. Et vous dites que la Commission électorale indépendante est également prête. Oui. Je voudrais savoir, en fait,
Qu'est-ce qui vous garantit justement que ces élections-là seront transparentes et neutres? Mais nous faisons de sorte à respecter la loi. La loi dit à la commission électorale indépendante de mettre à la disposition du citoyen tout ce qui est nécessaire. Premièrement, quand l'électeur arrive, il est fait obligation à la commission électorale indépendante d'identifier les lieux de vote, les bureaux de vote, de désigner des agents des bureaux de vote pour animer dans les bureaux de vote, d'éditer tous les documents électoraux. Donc vous imaginez bien que si nous l'avons fait, nous pensons que les choses vont se faire correctement. Ensuite, lorsque l'électeur rentre dans un bureau de vote, il est interpellé par son nom, vérifier s'il existe sur la liste électorale, conditions nécessaires pour participer à l'élection. Ensuite, un bulletin lui est remis pour aller exprimer son choix au profit du candidat. Et ensuite, il vient mettre son bulletin dans l'urne. Et enfin, au moment de la proclamation des résultats, il est demandé à tous les candidats d'avoir des représentants dans les bureaux de vote. De sorte que, à la proclamation des résultats, le procès verbal qui constate les faits se sont déroulés toute la journée dans le bureau de vote, leur soit remis. Pour que, en cas de contestation, se fondant sur le journal du bureau de vote, ils puissent avoir gain de cause auprès des juridictions. Donc, toutes choses qui révèlent la transparence de notre opération. Bon, vous savez, ce sont aussi des notions qui sont subjectives. Celui qui veut être transparent ou qui veut considérer que la procédure est transparente, ben, le constatera. Donc, la transparence, ça n'a rien à voir avec la régularité. C'est quoi la différence? La différence, c'est que la régularité est le contraire de ce qui est régulier. Quand les choses ne se font pas conformément à la loi, c'est irrégulier. Mais la transparence, c'est faire de sorte que les choses soient faites au regard de tout le monde. C'est-à-dire ne pas soustraire l'opération du regard du contrôleur. Et donc, tout le monde étant contrôleur, les choses se feront au vu et au su de tout le monde. Et nous pensons que, en dehors de l'isoloir qui permet aux citoyens de soustraire son vote du regard extérieur, tout est fait au vu et au su de tous. Donc nous pensons que la procédure est transparente. Et ce faisant, ça devait satisfaire les uns et les autres. Dans tous les cas, le procès verbal qui est transmis aux représentants des candidats peut être le motif justifiant toute requête devant les juridictions compétentes. Donc pour nous, ça va, nous nous portons bien. Très bien. Oui, Seriba Kone. Merci bien, Président. Je reviens légèrement sur la question du confrère Alia Souba. Bien sûr, allez-y. Sous une autre forme. Avez-vous signé une charte de bonne conduite avec les 5 candidats, notamment en cas de défaite, pour prévenir toute contestation violente des résultats sortis des urnes? Oui, ça c'est chaque fois qu'il y a une élection, il y a toujours cette charte que nous signons avec tous les partis politiques, y compris les candidats. Donc ça se fait. Mais une chose est de signer, une autre est de respecter la charte. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau. Nous avons signé tous les documents avec les candidats. Là, ça et les dit partis. quoi? Les candidats s'engagent à être fair-play? À être fair-play, oui. Comme d'habitude. Mais sauf que dans l'exécution, ce n'est pas toujours évident. Très bien. Monsieur le Président, c'est à vous. Déjà, je tiens à remercier le Président pour sa présence et surtout pour le travail abattu par l'homme pour qu'on puisse avoir une élection de qualité. Il y a plusieurs préoccupations qui peuvent se poser, mais je voudrais partir sur un élément qui divise le plus les Ivoiriens lors des joutes électorales présidentielles. Notre pays, la Côte d'Ivoire, s'apprête à vivre la 7e élection présidentielle de son histoire. Et lorsqu'on observe dans le rétroviseur de notre pays, on se rend compte que la tricherie a été l'une des choses qui a plus divisé les Ivoiriens sur la question électorale. Donc, je questionne une situation pour qu'on puisse voir quelle solution trouver à celle-ci. Il arrive souvent que, ma foi, il y a une inspiration malsaine de certains candidats où ils disposent des cartes d'électeurs et il y a une volonté de flouter les personnes qui sont sur les cartes d'électeurs-là. Et lorsque ces personnes-là se présentent pour voter, par extraordinaire, on assiste à un dysfonctionnement des tablettes. Donc, impossibilité de pouvoir palper via la biométrie l'identité réelle de celui qui se présente. Donc, souvent, Pierre va venir voter avec la carte d'électeur de Paul. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas mettre un dispositif en place où on a un listing exhaustif de chaque candidat et de chaque électeur dans les différents bureaux de vote pour que lorsqu'on aura dysfonctionnement des tablettes, ce qui arrive tout le temps durant les élections, on pourra s'assurer de l'effectivité de celui qui se présente pour venir voter au moment où il vote. Monsieur le Président. Ben, je voudrais dire à
monsieur le journaliste, que... Politiste. Monsieur le politiste, ah ben Alamine Fofana. Quelle est la différence? Comme ils aiment bien me poser des questions, c'est mon tour aujourd'hui. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, la différence, c'est que le journaliste a pour travail de traiter, de recueillir et de diffuser l'information. Le politiste, lui, il traite la politique. C'est ça. C'est exactement ça. C'est ça. C'est ça. Alors, je voudrais dire que la biométrie est intervenue dans le système électoral en 2008-2009. Par le passé, le citoyen venait s'inscrire sur la liste électorale pour alimenter ce qu'on appelle la base des données alphanumériques. Nom, prénom, âge, genre, domicile, etc. Ce n'est qu'en 2008-2009, conscient de ce que l'état civil était défaillant ou insuffisant, on a introduit donc la biométrie. Pour répondre à la question, avant la biométrie, le listing existait dans les bureaux de vote. Le listing est ce document qui permet de vérifier la présence de l'électeur sur la liste électorale. Quand vous rentrez dans un bureau de vote, la première chose qu'on fait, c'est de vous demander votre carte d'électeur. Mais cette carte d'électeur ne suffit pas. On vérifie votre présence effective sur la liste électorale. Parce que l'article 5 du Code électoral dit que la qualité d'électeur s'évince de l'inscription sur la liste électorale. Et c'est la preuve qui s'est faite par la détention de la carte d'électeur. Donc, la carte d'électeur n'est que la preuve de votre inscription. Et pour en avoir la preuve, on regarde le listing. C'est lorsque on s'est rendu compte qu'on perdait beaucoup de temps et ça empêchait le maximum des citoyens de voter, que l'on a, en plus de ce que j'ai dit précédemment, l'on a introduit la tablette. De sorte qu'avec la tablette, quand le citoyen arrive, on l'identifie au moyen de la tablette et automatiquement, on vérifie sa présence sur la liste électorale. Ainsi donc, si la tablette est défaillante, le listing est là. Ça existe? Mais toujours. Okay. C'est par le listing qu'on a commencé. C'est la tablette qui est nouvelle. Ok. Donc voilà. Le listing est toujours là en additif pour... Toujours. Ce n'est même pas en additif, c'est la tablette qui est en additif. En additif, ok. Voilà. Monsieur le Président, oui. Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer l'efficacité des tablettes? Mais en réalité, vous savez, je me plais souvent à le dire de façon triviale. Quand dans un bureau de vote, tous ceux qui sont chargés de veiller sur la régularité s'accordent pour frauder, mais ce n'est plus une fraude, c'est un consensus. Parce qu'en réalité, la tablette permet d'éviter que ceux qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale votent. Ensuite, que l'un ne se substitue pas à l'autre pour voter. Or, il se trouve que, au cours de notre formation, des agents que nous prenons, qui sont mis à la disposition de la commission électorale indépendante, qui sont formés. Et quand ils sont formés à l'usage de la tablette, certains, vous savez bien, à l'école, il y a certains qui comprennent sur le coup, d'autres, c'est à la maison quand ils arrivent au moment de la révision pour préparer les partiels, et d'autres, c'est certainement après les partiels qu'ils comprennent la leçon. C'est la même chose qui se présente. Il y a des agents électoraux qui sont sérieux, qui effectivement suivent les cours, suivent la formation et exécutent ce qu'on leur demande. La première chose qu'on leur demande, c'est de charger la tablette. C'est comme un portable. Et le lendemain matin, l'utilisation de la tablette, on leur apprend à manipuler la tablette. Mais figurez-vous qu'il y a certains agents qui ne savent même pas manipuler ou qui ne savent même pas qu'il faut charger la tablette. Mais Dieu merci, avec les formations, cette année, on a décidé de faire 2 ou 3 formations et avoir aujourd'hui un vivier au niveau des agents électoraux, de sorte qu'on ait affaire aux mêmes personnes et habitués, comme on appelle, à l'usage de la tablette. Mais dans tous les cas, la tablette vient améliorer un processus. Mais le support papier demeure. Si la tablette est défaillante pour quelque motif que ce soit, mais on a recours au listing qui se trouve dans le bureau de vote, au regard duquel on va vérifier si vous êtes effectivement sur la liste électorale pour avoir la qualité d'électeur qui justifie votre présence au vote. Très bien. William Yao. Ali, merci bien pour la parole. J'aimerais d'abord saluer le président de la CEI, saluer son parcours. Je sais que la tâche n'est pas facile. Pas du tout. Pas facile. J'aimerais aussi saluer l'orateur que vous êtes. Vous parlez bien, vous exprimez bien, mais en même temps, quand vous exprimez, vous vous contredisez parfois.
Allez-y. Tout à l'heure, avant le journal, vous avez évoqué la question de ce que l'opposition, quelques partis d'opposition auraient refusé qu'on inclue directement les nouveaux majeurs sur la liste électorale. Et là, comme nous revenons encore, là, vous parlez du fait que la biométrie est venue alors qu'on sait que l'état civil est défaillant et insuffisant. Moi, je pense que l'opposition, les quelques partis politiques d'opposition auraient refusé justement qu'on mette automatiquement les nouveaux majeurs sur la liste électorale à cause de la défaillance de l'état civil. Qu'en pensez-vous? Mais où est la contradiction? La contradiction vient du fait que vous avez dit premièrement que les partis d'opposition auraient refusé. Certains partis d'opposition auraient refusé que les nouveaux majeurs puissent accéder le basculement automatique. Au basculement automatique. Oui. Mais en même temps, oui, vous dites que l'état civil est défaillant et insuffisant. C'est pourquoi la biométrie est inclue dans le processus électoral. Oui. J'aimerais savoir, est-ce que les partis d'opposition, selon moi, les partis d'opposition n'ont pas confiance au fait que les partis d'opposition n'ont pas confiance, voilà, à cet état civil. C'est pourquoi les partis politiques d'opposition ne veulent pas qu'il y ait le basculement automatique. Alors, c'est deux choses qui sont bien différentes. L'état civil est bien différent de ceux qui sont détenteurs de la carte nationale d'identité. Ce dont on parle, c'est le citoyen qui a un extrait d'acte de naissance, qui a une carte nationale d'identité, qui a un certificat de nationalité et qui se présente à l'ONESI pour avoir sa carte nationale d'identité. Et satisfaisant ainsi aux conditions pour obtenir la carte nationale d'identité, on la lui délivre. Alors nous disons, parce qu'on lui a délivré la carte nationale d'identité, parce qu'on suppose qu'il respecte et il remplit toutes les conditions pour avoir cette carte. Et si il est considéré ivoirien parce qu'il a la carte nationale d'identité et qu'il a 18 ans, il n'a point besoin de faire d'autres procédures. On peut l'inscrire directement sur la liste électorale, ce qui n'a rien à voir avec l'état civil. L'état civil, ici, est un document qui permet d'identifier le citoyen. Et souvent, cette identification peut connaître des insuffisances. Tantôt, les personnes ne sont pas correctement déclarées, et quand elles le sont, un document peut servir à 2 ou 3 personnes. Ou même le document peut être modifié irrégulièrement. On a vu des cas où des personnes ont eu leur âge réduit, alors que ce n'était pas ça qui était à l'origine. Donc ces insuffisances-là font qu'il est difficile d'identifier le citoyen. Alors, la biométrie, qui est un élément qui atteste qu'avec le faciès, avec les empreintes digitales, on identifie de façon certaine la personne. Voilà pourquoi, en plus des données alphanumériques, on utilise la biométrie. Voilà les deux éléments. Donc l'insuffisance des données alphanumériques est comblée par l'identification certaine avec la biométrie. Donc ce sont deux choses qui sont différentes, donc je ne vois pas où est la contradiction là-dedans. Nous, c'était pour gagner du temps. Voyez-vous, l'article 6 dit que la liste électorale est annuellement mise à jour pour tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral. Et la période dédiée à cette révision est fixée par la commission électorale indépendante. Nous proposons qu'au lieu de mettre ou d'identifier une période particulièrement pour enrôler les citoyens sur la liste électorale, pourquoi on ne le ferait pas de janvier en décembre? Mais en prépositionnant, en ouvrant des guichets dans les centres d'état civil qui sont des lieux habituels aux citoyens. De sorte que quand il vient pour faire une déclaration de naissance, une déclaration de décès ou tout d'autres documents au niveau de l'état civil, s'il a la volonté de s'inscrire sur la liste électorale, il n'a qu'à aller au guichet, y dédier et puis se faire enrôler. On n'a pas besoin d'une période spéciale pour le faire. Et en même temps, nous disons que tous ceux qui sont détenteurs de la carte nationale d'identité, ayant satisfait donc aux conditions pour avoir ce document, peuvent être basculés dès qu'ils ont 18 ans sur la liste électorale, parce que l'article 3 dit est électeur celui qui a 18 ans, l'ivoirien âgé de 18 ans, jouissant de ses droits civils et politiques, et n'étant frappé d'aucune incapacité. Donc nous disons que quand vous détenez ce document, déjà on peut vous mettre sur la liste électorale, et à l'occasion de la révision,
On vient maintenant pour expurger la liste de ceux qui ne méritent pas d'être sur la liste électorale. C'était ça le sens. Donc je ne vois pas où est la contradiction. C'était vraiment pour gagner du temps, d'éviter d'avoir une période qui soit dédiée spécialement à la révision de la liste électorale. Et si on l'avait fait, monsieur le journaliste, vous auriez vu aujourd'hui qu'il y a bon nombre de citoyens qui se plaignent de ne pas être sur la liste électorale, qui l'auraient été. De façon systématique. Et automatique. Mélina Makissi. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Madame. On a vu donc les spécimens des bulletins de vote et l'ordre des candidats a fait beaucoup réagir. Pourquoi donc ce choix? Donc on a le président Alassane Ouattara en premier, ensuite Madame Simone Eivé, Henriette Lagou, puis Jean-Louis Billon et enfin Awa Dombello. Quelle est la réflexion derrière? Comment on arrive à un tel classement? Bon, là, je ne saurais vous répondre. C'est le Conseil constitutionnel qui établit l'ordre. Le Conseil constitutionnel est l'organe qui est habilité à publier, à arrêter la liste des candidats. La commission électorale a reçu 60 dossiers. Et conformément aux dispositions légales, la commission électorale transmet sans désemparer cette liste et ces dossiers-là au Conseil constitutionnel. Après examen de la matérialité des dossiers et l'éligibilité des candidats, le Conseil constitutionnel a retenu 5 personnes. Vous m'en demandez trop de savoir quelles sont les règles, ou bien les règles qui ont commandé à la préséance sur la liste électorale. Cela ressortit exclusivement à la compétence du Conseil constitutionnel, ce qui n'est pas le cas de la Commission électorale indépendante. Très bien. Alors, Monsieur le Président, on va évoquer des questions très pratiques. Oui. La distribution des cartes d'électeurs, ça commence quand? Alors, la distribution des cartes d'électeurs commence le 11, pour s'arrêter le 20. Le 11, donc le samedi? Le samedi. Dans tous les bureaux de vote sur l'ensemble du territoire? Dans tous les bureaux de vote sur l'ensemble du territoire. Qui a droit à une carte d'électeur? C'est celui qui s'est inscrit sur la liste électorale. C'est très important. Vous savez, l'objectif de s'inscrire sur la liste électorale, c'est de pouvoir voter. Mais pour voter, il faut que vous apportiez la preuve de ce que vous êtes inscrit sur la liste électorale. Laquelle preuve s'est faite à travers la détention de la carte d'électeur. Et cette carte, donc, est la preuve de votre inscription sur la liste électorale et c'est elle qui vous permet de voter. Alors, elle est éditée à la fin de chaque cycle, au début de chaque autre cycle. C'est-à-dire que quand on vous édite et quand on finit la dernière révision du cycle électoral qui est de 5 ans, pour le nouveau cycle qui commence, on édite de nouvelles cartes d'électeurs. Et ce sont des cartes qui sont délivrées à tous les électeurs, c'est-à-dire tous ceux qui se sont inscrits sur la liste électorale. Alors, ne sont concernés que ceux qui sont inscrits sur la liste électorale. Si vous ne vous êtes jamais inscrit sur la liste électorale, ne venez pas encombrer nos rangs parce que vous n'êtes pas concernés. Il s'agit de ceux qui ont participé à la révision de la liste électorale depuis longtemps, maintenant ou avant. De quel document faut-il se munir pour retirer sa carte d'électeur? D'abord, la carte d'identité. À défaut de la carte d'identité, le récépissé de l'ONESI ou bien le certificat de nationalité. Tous les documents qui vous ont permis de vous inscrire sur la liste électorale sont nécessaires pour pouvoir délivrer votre carte d'électeur. Et la délivrance concerne tous les électeurs, y compris les nouveaux comme les anciens, sur toute l'étendue du territoire. Et c'est délivré au lieu de votre inscription. C'est très important. Très bien. Mélina? Si le jour du vote, donc malheureusement, j'arrive dans mon centre et que j'ai oublié donc ma carte d'électeur à la maison, est-ce que je peux voter avec la CNI, par exemple, ou avec la CMU? Vous pouvez voter. En principe, vous venez voter avec votre carte d'électeur. La carte d'électeur est la preuve que vous êtes inscrit sur la liste. Si je l'ai oublié à la maison. Comment? Si je l'ai oublié, malheureusement. En principe, vous venez avec votre carte d'électeur pour voter. Et la carte d'électeur, c'est la preuve de votre inscription sur la liste électorale. S'il vous arrive de perdre cette carte ou de l'avoir oubliée à la maison, et que vous avez votre carte nationale d'identité, ce n'est pas avec la carte nationale d'identité que vous allez voter. La carte nationale d'identité va nous permettre de vérifier si vous êtes sur la liste électorale. Et dès qu'on constate que vous êtes sur la liste électorale, automatiquement, vous pouvez aller voter. Il est bon de le préciser. Et si je ne l'ai pas retiré? Si je l'ai pas retiré? Comment? Et si on n'a pas retiré la carte d'électeur? Non, il n'y a pas de problème. En fait, c'est ce que je dis. La carte d'électeur est la preuve que vous êtes inscrit sur la liste électorale. C'est cette condition qui vous permet de voter. Dès qu'on a la preuve que vous êtes inscrit sur la liste électorale, donc vous partez on peut voter. Ne pas la retirer finalement. Comment? On peut ne pas la retirer, cette carte d'électeur. Il faut nous faciliter la tâche.
Parce que quand vous venez sans la carte d'électeur, on est obligé de chercher. Alors que quand vous venez avec la carte d'électeur, on a la preuve que vous êtes inscrit sur la liste électorale et ça va plus vite. Donc c'est l'intérêt d'avoir la carte d'électeur. Mais il y a toujours une exception. Si vous n'avez pas la carte d'électeur et que de bonne foi, vous l'avez perdue ou vous ne savez pas où vous l'avez mis, automatiquement, on vous demande tout document permettant de vous identifier. Et ce faisant, ce document va nous permettre, nous, à notre tour, de vérifier votre présence sur la liste électorale, qui est la condition pour participer au vote. Dès que vous êtes présent sur la liste électorale, automatiquement, vous partez voter. Et nous avons deux possibilités pour vous identifier sur notre liste électorale. Soit on le fait, comme l'a dit M. Fofana, par la biométrie, ou à défaut de la biométrie, par le listing.